La gestion des temps de chargement est un enjeu clé dans toute expérience cloud. On analyse les 3 méthodes à notre disposition tout de suite dans Parlons Design. Besoin de vous former au Product Design ou à Figma? The KKOS Theory, partenaire de Parlons Design, est la référence en France, avec plus de 500 designers formés depuis 5 ans. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter des temps de chargement, comment, côté client, côté utilisateur, on peut gérer ces temps d'attente-là. Alors, un temps de chargement dans une interface web ou mobile, ça va arriver dès qu'il y a une requête qui est transmise au serveur, que ce soit pour récupérer de l'information ou pour envoyer de l'information vers le serveur. Donc forcément, quand l'utilisateur va charger une nouvelle page, quand il va envoyer un formulaire avec de la donnée pour enregistrer une modification, créer un nouvel élément, on a l'impression la plupart du temps que ça se fait de manière magique, mais en réalité ça prend toujours un petit peu de temps, quelques millisecondes à minima, quelques secondes dans certains cas, plusieurs minutes plus rarement, mais il y a toujours un délai. En fonction des délais, en général à moins de 200 millisecondes, ça va être quasiment imperceptible pour les utilisateurs. À moins de 500 millisecondes, ça va être très léger, on va le percevoir, mais ça va pas être embêtant dans l'expérience. Et au-dessus de ça, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, là ça va être carrément des temps d'attente perçus comme longs pour les utilisateurs, ils vont s'en rendre compte qu'ils attendent, ils vont avoir cette perception d'attente, et après bien sûr, plus c'est long, plus ça apporte une sensation différente, et quand on traite une information de la sorte avec un serveur, rien n'est jamais immédiat, même quand c'est dans le domaine de l'imperceptible, ce n'est pas concrètement immédiat, et surtout, ces longueurs, ces durées de chargement peuvent être variables. C'est pas parce que dans la plupart des cas, on attend quelques dizaines de millisecondes pour charger une page avec quelques centaines de millisecondes, que ça va toujours être le cas. En fonction de la connexion de l'utilisateur, en fonction du statut de votre serveur, en fonction des documents transmis, des informations transmises, cela peut évoluer. Donc, faut vraiment se rappeler ça. Dès qu'on fait une opération avec un serveur, rien n'est immédiat. Forcément, côté design, on a plusieurs façons de gérer ces temps de chargement-là. Il y en a 3 principales qui reviennent assez régulièrement, et on va en discuter ensemble aujourd'hui de la plus classique à la plus complexe, mais la plus intéressante pour nos utilisateurs. Alors, bien sûr, je vais vous proposer aussi, comme d'habitude dans Parlons Design, des astuces et des bons conseils pour exploiter ces patterns de la meilleure des façons. Alors le premier, on va commencer très basique, c'est tout ce qui est loader classique finalement. On a une animation répétitive, que ce soit un petit cercle qui tourne, un spinner, une barre de chargement. Voilà, c'est l'animation qui va tourner en boucle, qui va être infinie, et qui va permettre de faire attendre un certain temps à l'utilisateur. Alors là-dessus, quand on met ça en place, c'est clairement la version la plus basique, mais il y a des choses auxquelles il faut faire très attention. Déjà, dans la plupart des cas, il faut faire attention de bien permettre l'annulation du chargement ou la possibilité de revenir en arrière. Si on vient charger un contenu spécifique et que ça prend trop de temps, il faut laisser à l'utilisateur l'option de repartir sans avoir à attendre la fin de ce chargement. Ça, c'est extrêmement important. Il faut également bloquer les interactions derrière le loader, autre que l'annulation. Je m'explique, si vous envoyez notamment un formulaire, je sais pas, de contact, quelque chose de très basique, ou que vous voulez envoyer une demande, que vous voulez uploader une photo sur Instagram ou autre, il faut pas qu'on permette de modifier la photo, le contenu qui peut être envoyé, alors que c'est déjà en train de charger pour être envoyé. Pour 2 raisons, parce que probablement l'information qui va être modifiée par l'utilisateur ne va pas être transmise au serveur, et donc il pourrait croire avoir ajusté ces informations alors que ce n'est pas le cas. Et de 2, vu que c'est assez inhabituel, ça peut faire croire aussi que le chargement n'est pas en cours. Donc dès qu'on met un loader, il faut bloquer l'ensemble des interactions disponibles derrière le loader, mais permettre, si possible, d'annuler le chargement ou de revenir en arrière. Donc on empêche de casser ce qui a été envoyé, mais par contre on permet d'annuler ce temps d'attente pour ne pas bloquer l'utilisateur dans un chargement infini. Une autre bonne pratique, un petit peu moins connue et pourtant très efficace, comme je vous l'ai dit, souvent les requêtes sont quand même
relativement rapide, c'est quelques dizaines, centaines de millisecondes. Et donc une bonne pratique qu'on a trouvée, qui se met en place notamment très bien sur mobile, c'est d'afficher uniquement le loader après 150 millisecondes d'attente. Comme ça va éviter pour la plupart des clients de voir ce loader qui apparaîtrait quelques dizaines, centaines de millisecondes, semblerait inutile et en fait vont venir créer un sentiment de presque de bug, en tout cas d'attente inexistante, alors que ça a été très court et absolument imperceptible en moins de 150 millisecondes, et va permettre de proposer aux autres clients d'avoir cette expérience rassurante du loader. Donc on peut tout à fait mettre en place côté code, c'est toujours un petit peu plus de travail, mais ce fait de en fait, on lance le chargement, si au bout de 150 millisecondes on n'a toujours pas de réponse, là on affiche le loader. Et comme ça, si ça charge très rapidement, l'expérience aura paru complètement instantanée au client. Si ça a chargé un peu plus longuement, il aura été accompagné par un loader. Forcément, si ces loaders-là peuvent être affichés sur des temps plutôt longs, il faut penser à indiquer la progression réelle, si possible, du loader, notamment si on envoie des images, des vidéos, voilà, des choses qui peuvent être vraiment longues, et si possible, indiquer une estimation du temps d'attente. Ça permet toujours aux utilisateurs de se rendre compte qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant ce temps d'attente. Est-ce qu'ils doivent carrément aller partir, faire autre chose et juste attendre, ou est-ce que c'est un temps qui va être considéré acceptable, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et dans ce cas-là, ils peuvent rester devant leur ordinateur ou leur appareil pour attendre la fin du chargement. Voilà. C'est une petite bonne pratique de base, mais déjà rien qu'en incluant ça dans vos loaders techniques classiques, on va dire, vous allez améliorer l'expérience utilisateur très largement. Alors, ça, bien sûr, voilà, on le connaissait tous, c'est le loader classique. On va passer à la deuxième option à notre disposition. La deuxième façon, c'est tout ce qui est loader contextuel. C'est-à-dire, on va afficher la page, le contenu, et on va apporter l'information de chargement sur l'élément qui charge uniquement. Donc ça se fait notamment beaucoup sur le contenu, quand on va charger, il y a pas mal de réseaux sociaux qui font ça, que ce soit Facebook ou Twitter, pas mal de médias aussi qui le font. Alors c'était très, très populaire pendant une période, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce que ça demande quand même du travail de maintien. C'est, on va afficher le squelette du contenu, et on va afficher un bloc gris pour le titre, un bloc gris pour la description, et on va l'animer avec en général un petit gradient qui se déplace, qu'on appelle les skeleton screens, et qui vont nous permettre de comprendre, ok, ce bloc-là en particulier est en train de charger, j'ai l'impression, je peux décrypter un petit peu à l'avance que tiens, en fait, et là, il y a un bloc qui ressemble à une image et un titre et une description en dessous, donc c'est ce qui devrait apparaître. Et donc là, on va m'apporter directement du contexte sur ce type de contenu qui est en train de charger. J'y suis peut-être habitué, donc je peux comprendre qu'en fait, ah oui, ça c'est les articles qui sont en train de charger. Et donc c'est un loader contextuel. Mais ça s'applique également dans d'autres contextes. On peut avoir des boutons loader. En fait, quand on va cliquer sur le bouton va s'animer pour montrer que l'envoi de cette action-là est en cours. Donc souvent, on va avoir un petit peu de l'animation d'une progress bar sur ce bouton-là, le texte qui va évoluer, peut-être des animations de couleurs, voilà, qui permettent de comprendre que cet élément est en chargement. Et pareil, là on reste hyper contextuel, c'est je viens de cliquer sur le bouton, je vois que c'est le bouton qui est en train de charger. Et donc, on n'a pas de blocage à d'autres endroits de l'interface, et on a cette compréhension assez intuitive de ce qui est en train de se passer. C'est également ce qu'on connaît avec le pull to refresh. Donc sur toutes les interfaces, on peut tirer l'écran vers le bas pour lancer une mise à jour de l'écran. On va avoir ce petit indicateur de chargement qui va se mettre dans la zone qui s'est libérée et qui permet de comprendre à l'utilisateur que c'est le fait qu'il a tiré qui est lancé cette animation. Alors là aussi j'ai quelques petites astuces à vous proposer. La première, c'est d'anticiper le plus tôt possible la transition avec le contenu réel. Entre votre animation de chargement et le contenu qui a dû apparaître après ou avant, dans le cas d'un bouton, il faut anticiper la transition pour qu'elle soit la plus naturelle et la plus cohérente possible. Il faut que l'apparence soit la plus similaire possible pour prédire le résultat. Je vois que j'ai un espèce de squelette de contenu, je peux à peu près, grâce à ce squelette de contenu, comprendre que derrière je vais avoir des articles ou des vidéos ou tout autre type de contenu.
Pareil pour le bouton, j'ai cliqué sur mon bouton, je comprends que c'est ce même élément qui n'a pas changé, qui est juste en train de charger, et donc l'aspect UI est assez important là-dessus. Le deuxième point auquel il faut faire très attention avec tous ces loaders contextuels, c'est quand les temps d'attente sont plus longs que prévu. Parce que souvent, ça va être des loaders assez répétitifs, qui apportent peu d'informations contextuelles, parce que voilà, on va juste changer un petit texte, changer une petite couleur et rajouter une animation, et donc anticiper des feedbacks complémentaires si les temps d'attente s'allongent, que ce soit avec des loaders plus traditionnels, avec des messages d'information qui viennent s'afficher in-app, ou avec des toasts ou des informations comme ça qui vont venir compléter. Mais voilà, on a toujours tendance à imaginer que ces solutions marchent très bien. Elles marchent extrêmement bien tant que les temps de chargement sont corrects, mais si on a une faible connexion, ça peut très vite devenir frustrant, et donc il faut pas hésiter à anticiper ça. Et enfin, ça c'est extrêmement important quand on utilise des loaders contextuels, c'est qu'il faut les réutiliser de manière consistante au sein du produit. Si des fois on utilise des loaders classiques, des fois des loaders contextuels, qu'on va avoir un skeleton qui reprend un certain élément et qu'on va utiliser à d'autres endroits où ce n'est pas cet élément qui est chargé, si on va avoir des boutons loaders qui sont utilisés à d'autres endroits et des loaders classiques à d'autres endroits, on va complètement perdre l'utilisateur avec ça. Il va plus être capable de prédire qu'est-ce qui va se passer quand tu vas cliquer sur un élément ou quand tu vas charger une page. Et du coup, clairement, on va perdre la confiance de l'utilisateur sur ces temps de chargement. Donc, c'est un choix qui demande du travail sur chaque nouvel élément, qui demande de la consistance. Et il faut bien le prendre en compte quand on commence à mettre en place des loaders contextuels. La dernière option, qui est celle que j'aime le plus et qui fonctionne extrêmement bien sur toutes les interfaces consumer plus classiques, c'est ce qu'on appelle l'optimistic UI. C'est-à-dire, dès qu'un utilisateur va cliquer sur une action, on va simuler un succès sans attendre même la réponse du serveur. On va simuler que c'est absolument immédiat et que quand il a cliqué sur le bouton, en fait, ça a déjà marché. Derrière, si jamais la requête échoue, on va corriger ensuite et afficher que ça n'a pas fonctionné. Et ça, bien sûr, va falloir l'adapter à la gravité de l'erreur. Si on est sur un bouton like, comme sur Twitter par exemple, on clique dessus immédiatement. Il est déjà coché, il y a même la petite animation, et si jamais la connexion n'est pas bonne et ce like n'a pas pu être envoyé, il me semble que l'icône va juste se décocher. C'est pas bien grave, notre like aura pas été envoyé, il n'y a rien de crucial en général. Et du coup, Twitter peut se permettre de se dire, ok, on n'a juste pas fait l'action, c'est pas primordial pour l'utilisateur, on va même pas venir l'embêter avec à l'informer de manière plus forte là-dessus, on va juste décocher l'icône like, et peut-être que l'utilisateur comprendra que ça n'a pas marché. Mais par contre, dans d'autres cas un peu plus avancés, va falloir gérer cette erreur différemment. C'est ce qui se fait notamment dans l'envoi des mails. Quand on envoie un mail sur certains clients aujourd'hui, on va avoir un envoi qui semble immédiat, et souvent c'est que ça s'envoie juste en fond, en background. Mais par contre, s'il y a l'échec d'envoi d'un mail, là, on peut pas juste faire oh, il s'est rien passé. Parce que pour l'utilisateur, ça va être très embêtant s'il pense qu'un mail s'est envoyé alors que ce n'est pas le cas. Et donc, dans ce cas-là, il faut gérer ce cas d'erreur avec une pop-up très visible, peut-être, pour venir corriger le faux signal de succès qui a été envoyé. Bien évidemment, voilà, là on parle directement de la gestion des cas où ça marche pas, mais l'Optimistic UI doit être utilisé dans les cas où, pour plus de 99% des requêtes envoyées, c'est censé marcher. Ou en gros, ça va plutôt être des problèmes serveurs de votre côté qui vont faire échouer la requête. Donc on utilise de l'Optimistic UI uniquement s'il y a une action non critique, avec un temps de chargement relativement court et un taux de succès très très élevé. On va pas utiliser une Optimistic UI pour envoyer un formulaire pour les impôts, parce qu'on sait que probablement quand la personne va envoyer le formulaire, il y a de grandes chances qu'il y ait des choses qui marchent pas à un endroit, et donc on doit renvoyer une erreur avec laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir, mais on va plutôt utiliser l'Optimistic UI, voilà, sur un bouton like d'un réseau social, sur l'envoi d'un commentaire, sur la mise à jour d'un document partagé. Alors, on va plutôt l'utiliser dans ces cas-là.
Un autre petit point qu'on peut utiliser qui va être hyper intéressant en Optimistic UI, j'avais fait un épisode dédié si vous voulez plus vous renseigner là-dessus, c'est l'utilisation de transitions légères pour augmenter l'effet d'immédiateté. Si on commence à mettre des animations trop longues, trop complexes, on va perdre cet effet d'immédiateté. Pour autant, voilà, l'utilisation de petites transitions, petites animations au clic va permettre d'avoir cet aspect de réactivité et cet aspect un petit peu physique de j'ai touché quelque chose, j'ai eu un feedback immédiat qui va être très agréable et que les réseaux sociaux exploitent très bien, notamment sur toutes les interactions de live. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Selon le use case, chacune de ces solutions peut convenir. Faut s'adapter, faut vérifier dans quel cas on se situe, est-ce qu'il y a un gros taux de succès, est-ce que l'action charge rapidement en général, est-ce que c'est critique ou non, et adapter la solution. Il y a aussi un vrai enjeu de consistance. Les temps de chargement, plus on les gère de manière consistante à travers le produit, plus ça va être rassurant pour les utilisateurs. Et donc c'est comme tout, faut l'adapter au contexte pour proposer la meilleure user experience derrière. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, c'est gratuit, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres, sur YouTube également pour ceux qui préfèrent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.